La prise en charge des mineurs victimes est tout à fait spécifique. Elle est tout à fait spécifique parce que les mineurs victimes sont doublement vulnérables. Ils sont vulnérables parce qu'ils sont mineurs, et puis ils sont fragiles parce qu'ils sont fragilisés par le traumatisme qu'ils viennent de subir. Et donc cette double vulnérabilité nous amène tout à fait naturellement à prévoir des dispositifs qui vont être spécifiques, qui prennent en charge et qui prennent en considération cet état de fait. Et prendre en considération cet état de fait, eh bien, c'est mettre en place tous les outils possibles pour éviter d'ajouter du traumatisme au traumatisme. Et puis, il faut recueillir une parole de qualité. Il est essentiel que le mineur puisse exposer ce dont il a été victime de la façon la plus spontanée possible. Il faut sécuriser cette prise de parole, la libérer, éviter de le transporter d'un lieu à un autre. Avant la mise en place de la PAPED, qui est une salle spécialisée au sein du CHU, les enfants étaient entendus au service. Donc pour qu'ils soient entendus, il fallait un fait délictuel. Les enfants se déplaçaient avec leurs parents au sein du commissariat, où chacun était entendu individuellement, ce qui prenait beaucoup de temps, et ce qui pouvait être traumatisant pour les enfants, puisqu'ils devaient patienter assez longuement. Alors avant, le problème, c'est que les enfants étaient auditionnés, alors soit au commissariat, dans une salle d'attente, où il peut y avoir des personnes menottées qui arrivaient, qui ça criait partout, des policiers qui arrivent avec du matériel qu'ils ont pris lors d'une perquisition, c'est-à-dire des fusils, des matraques. L'enfant avait peur, était très apeuré parce que ça fait beaucoup de bruit. N'importe qui peut rentrer au niveau de la salle, c'est-à-dire s'il y a un autre enquêteur qui veut rentrer, il va rentrer en plein milieu de l'audition pour interpeller son collègue parce qu'il y a ceci, cela, donc il n'y avait aucun calme. Une fois la plainte déposée par les parents et une fois les enfants entendus, il y avait tout un ensemble d'actes à faire, que ce soit examen médical, qui se faisait à l'hôpital. L'enfant venait convoqué avec la police ou la gendarmerie, avec ses parents, il venait en consultation de pédiatrie, il s'asseyait avec toutes les autres personnes qui étaient là, avec le gendarme à côté de lui, en uniforme, mais dans la salle de consultation de pédiatrie. Il y avait d'autres enfants qui attendaient pour voir le neurologue ou je ne sais quoi. Donc vous imaginez cet enfant qui était là, puis bien entendu les regards de tous les personnes qui étaient là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet enfant, etc. Pourquoi il est là? Je pense que c'était, pour lui, ça devait dans sa tête inacceptable. Déjà, il venait pour un examen qui était déjà inquiétant, et en plus de ça, il y avait un regard des gens, même les familles, un regard sur eux, parce que ce gendarme était là. Auparavant, les médecins légistes procédaient aux examens médico-légaux à la demande de la justice. Il n'y avait pas d'accueil spécifique de l'enfant. Il y avait également des difficultés dans le suivi de l'enfant, c'est-à-dire qu'une fois que nous avions réalisé l'examen médico-légal, il n'y avait pas forcément de relais clairement identifié pour prendre en charge l'enfant sur le plan traitement si nécessaire ou pour prendre en charge la famille. Donc il n'y avait aucun lien médical, pédiatrique, aucun lien social à l'époque par rapport à ça. Donc ils repartaient chez eux, puis c'était terminé. Donc on était dans la froideur judiciaire totale, ça devenait intolérable. On s'était rendu compte que chacun des acteurs, que ce soit les médecins, les services sociaux, la justice, la médecine légale, travaillaient chacun de leur côté. C'était le terme vulgaire de saucissonner, chacun dans son coin. Donc on est parti de ces constatations-là, on a dit il faut qu'on travaille en pluridisciplinaire. Et la voix de l'enfant est arrivée aussi au même moment qu'on discutait de tout cela. Et donc c'est grâce à la voix de l'enfant qu'on a eu tout le matériel d'enregistrement, qui est un matériel professionnel quand même, qui permet des auditions de bonne qualité. C'est évident que l'idée aussi, c'est avant tout pour cette structure unique, ce lieu unique, on va dire ça comme ça, c'était que l'enfant qui avait fait sa révélation n'ait pas à répéter plusieurs fois, ou le moins possible, ce qui lui était arrivé, ce qu'il avait révélé. L'enfant dépose une bonne fois sa parole, recueillie dans des conditions entre guillemets idéales, dans un lieu unique, où il y a un enregistrement. Il sait que c'est enregistré, que ça pourrait être utilisé par la justice plus tard. L'idée aussi, c'était qu'il ne se retrouve pas dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie comme un accusé, alors que ce n'est pas le lieu. Lui, c'est la victime. La victime, on a plutôt envie de la voir à l'hôpital. Maintenant, avec cette structure qui a été mise en place au sein du CHU, la procédure est simplifiée pour les enfants. À savoir qu'à partir du moment où il y a connaissance d'un fait délictuel, le début commence pareil, c'est-à-dire que les parents sont conviés au commissariat et ils sont entendus de façon individuelle, mais hors la présence des enfants.
Donc les enfants n'ont pas besoin de venir au sein du service. L'enfant est ensuite convoqué à une date précise avec ses parents au sein de l'hôpital. Un enfant vient à la PAPED, la permanence d'accueil pédiatrique de l'enfant en danger, pour avoir un accueil à la fois médical et soignant, et voir les enquêteurs. La salle d'attente pour la PAPED n'est plus du tout avec la salle d'attente générale, c'est une salle d'attente à part. Donc ils ont une salle d'attente qui est dédiée, qui est toute près de la salle d'audition. Les gens qu'ils vont rencontrer ne sont que les gens qui vont s'occuper de cette histoire et qui vont les accompagner. Je vais appeler l'infirmière et l'infirmière, elle va venir vous accueillir. Quand il arrive, il est accueilli avec sa famille, avec les accompagnants, par une infirmière qui est une puéricultrice. Pour nous, l'infirmière et la puéricultrice, c'est le fil rouge du séjour de l'enfant dans notre service. J'accueille les enfants et leurs familles au niveau de la PAPED avant leur audition, donc je vais les chercher en salle d'attente. Je les emmène après au niveau de la salle d'audition. Je leur présente la salle d'audition en leur disant qu'ils vont être entendus par un enquêteur et que l'audition se fera seule avec un des enquêteurs dans la salle. Après, je leur présente la salle où je vais m'entretenir avec l'assistante sociale pour recueillir le plus de renseignements possible auprès des parents, pour pouvoir aider aussi les parents, aider l'enfant aussi, voir le comportement de l'enfant depuis qu'il a subi les faits. Et donc il y a une discussion qui s'instaure entre l'assistante sociale, les parents et moi. Nous, au niveau police, nous intervenons et nous procédons à l'audition de l'enfant, pendant que les parents sont dans une autre pièce avec l'infirmier et une assistante sociale du CHU. Pour l'audition de l'enfant à la PAPED, on se présente d'abord en présence de ses parents. On discute un petit peu de manière à lier connaissance, puisqu'on ne l'avons pas vu précédemment. Ensuite, nous le recevons en individuel, c'est-à-dire que ses parents sont dans une autre pièce, et nous avons une connaissance qui se met en place. Nous lions à nouveau connaissance en se présentant de manière explicite sur notre rôle, pourquoi on est là aujourd'hui, ce dont on va parler, et on lui demande de se présenter. Donc ça, c'est une première phase pendant laquelle l'enfant est mis en confiance et peut s'exprimer librement sur son identité, sur ses loisirs, ses centres d'intérêt. Un peu plus tard, nous continuons avec ce que nous appelons le récit libre, c'est-à-dire que nous demandons à l'enfant pourquoi il est ici, de quoi il veut nous parler, en le dirigeant un petit peu sur les faits, mais sans évoquer nous-mêmes les faits. Donc l'enfant explique ce qu'il a envie d'expliquer. Une fois qu'il a terminé, donc nous continuons avec ce que nous appelons le récit dirigé, c'est-à-dire que nous posons quelques questions très larges, très ouvertes, de manière à ne pas influencer l'enfant dans ses déclarations. Et nous écoutons tout ce qu'il a à nous dire. Et en dernière phase, le questionnement, c'est-à-dire que nous, au niveau de la justice, on a besoin de certaines questions très précises qui n'ont pas forcément été évoquées précédemment. Et donc, nous lui posons des questions beaucoup plus précises sur ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti, comment il a réagi. Voilà, de manière à avoir l'ensemble des réponses qui sont intéressantes et importantes pour la procédure et pour qualifier les faits. Par la suite, les parents reviennent avec leur enfant. Il y a une discussion qui se met en place entre les services de police et les parents pour les informer de la déclaration de leur enfant. Après, lorsque l'audition est terminée, les enquêteurs me rappellent sur mon téléphone. Là, on retourne auprès de l'enfant, donc là on discute avec l'enfant. S'il y a un examen médical qui est fait après, on annonce à l'enfant qu'il va avoir un examen. On lui explique comment va se dérouler l'examen. On peut, lorsque ce sont des grandes, au niveau des ados surtout, moi j'emmène les ados dans la salle d'examen pour leur présenter exactement comment l'examen va se dérouler. C'est-à-dire présenter le matériel et pour essayer de les détendre au maximum. Et souvent ça rassure énormément les petites ados. Et après, en attendant le médecin légiste, on fait des jeux, soit on joue aux cartes, soit on discute, on fait plein de choses, on fait des dessins avec les enfants. Lorsque le médecin arrive, le médecin se présente aux enfants, se présente aux parents. Après, il va voir les enquêteurs pour voir exactement de quoi ressort l'affaire. Et après, donc, avec l'enfant, on l'accompagne en salle d'examen. Lorsqu'un enfant refuse l'examen, on ne force jamais l'enfant. Si l'enfant ne veut pas faire l'examen, on lui propose soit de revenir plus tard, soit l'enfant décide de ne pas du tout faire l'examen. Mais on ne force jamais un enfant. On n'est pas là pour le forcer. On est là pour l'aider, mais pas pour subir des violences. On n'insiste pas. Dans les situations où une suspicion d'agression sexuelle ou une agression sexuelle de l'enfant a été portée à connaissance de la justice,
la justice va demander au médecin légiste de procéder à des examens médico-légaux, c'est-à-dire des examens génitals, gynécologiques, afin de vérifier l'existence de lésions, au contraire, vérifier l'absence de lésions. Nous allons intervenir généralement après l'audition de l'enfant par les enquêteurs. Il peut arriver qu'on intervienne avant l'audition de l'enfant, lorsque les enquêteurs ont l'impression que durant notre examen médical ou médico-légal, l'enfant puisse nous confier éventuellement des éléments qui pourront être intéressants après pour les enquêteurs. Donc c'est vrai qu'on n'est pas non plus figé dans l'ordre chronologique du déroulement. Je travaille avec une équipe d'infirmières qui est là pour accueillir l'enfant, lui présenter le déroulement de la demi-journée, parce que ça dure approximativement 2 à 3 heures pour un enfant. Alors, mon rôle avec l'enfant, c'est de s'assurer comment il va et comment sa famille autour de lui prend en charge cet événement. C'est de pouvoir évaluer quelles sont les ressources de cet enfant une fois qu'il va partir de la PAPED, de pouvoir penser un peu à l'avenir. Et après, on ramène l'enfant près de ses parents et on reprécise bien aux parents qui peuvent nous joindre à n'importe quel moment, si c'est 1 semaine ou 15 jours après l'audition, il n'y a aucun problème et là on peut les orienter vers des médecins ou revenir nous consulter au niveau des urgences pédiatriques. Ça fait une grosse demi-journée, mais l'enfant ressort de l'hôpital, tous les actes ont été faits en ce qui le concerne, il n'a pas besoin normalement de revenir sur les faits qu'il a évoqués, tout est terminé en ce qui le concerne. Nous avons une obligation d'entendre les enfants et de les filmer. Ça, c'est une obligation légale. Donc à notre niveau, nous avons la chance d'avoir la PAPED qui nous facilite beaucoup les choses, puisque c'est une salle adaptée, beaucoup plus adaptée qu'un commissariat, beaucoup plus calme. Ici, il y a les deux enquêteurs, l'un qui est ici, qui gère, qui regarde, qui écoute. Il va gérer un petit peu pour voir si tout est bien dans les règles. Il regarde si techniquement il n'y a pas de souci. Et puis, il y a la possibilité pour l'enquêteur qui est ici de communiquer avec son collègue qui, lui, discute avec l'enfant pour lui demander des précisions. Il peut, par ce micro, il va lui proposer, dire tu peux demander telle ou telle précision, demande-lui si, qu'est-ce qui s'est passé, reformule ta question, etc. Et ça, ils ont l'enquêteur qui est de l'autre côté de la glace Santin, il a une oreillette qui lui permet comme ça d'avoir cette communication avec son collègue. L'enregistrement est toujours fait avec 2 DVD. Ces DVD sont pour la justice, il y en a un qui part pour le parquet au procureur de la République, et le deuxième qui est gardé par les enquêteurs. On peut aller voir par là. Donc ici, vous avez, quand l'enfant arrive, il va choisir un siège, il prend celui qu'il veut. Donc quand l'enfant a trouvé sa place, la caméra que vous voyez qui est au mur va se centrer sur lui. L'enfant sait qu'il y a une caméra. Donc on lui explique pourquoi elle est là et à quoi elle sert. Il va voir même dans l'autre pièce le retour de cette caméra. L'oreillette que l'enquêteur peut prendre, il peut la prendre ici. Ils se communiquent entre eux par cette oreillette-là. Alors l'enfant sait parfaitement, lui, qu'il y a une glace Santin, il sait qu'il y a un enquêteur de l'autre côté. Il n'y a rien qui est caché à cet enfant-là. L'enfant, il rentre directement par la porte qui est ici, il traverse la cabine technique. Habituellement, une fois que l'audition a commencé, l'enfant oublie très vite le côté technique et il part dans son histoire. Et puis les enquêteurs savent aussi très bien le capter pour ça. Pour l'enregistrement à proprement parler de la parole de l'enfant, il n'y a pas de micro ici, ils sont plafonniers. Il y a 4 micros qui sont au plafond et qui vont permettre l'enregistrement sonore de l'audition de l'enfant. Ces jeux, ils sont avant tout pour mettre l'enfant en confiance. Il peut arriver aussi que les enquêteurs se servent des jouets pour pouvoir recueillir un peu sa parole. Donc ces jeux peuvent servir aussi à ça, mais très vite on essaie de les oublier. La maison que vous voyez ici, qui est une maison avec des petites poupées, tout un aménagement. Donc l'enfant peut comme ça très bien montrer ce qu'il a pu vivre. Ces poupées-là sont là parce qu'elles sont sexuées. Et donc ça permet comme ça à l'enfant de matérialiser un petit peu plus ce qui a pu se passer. Quand ce sont des adolescents, il y a peu de jeu. Un adolescent, il va être plutôt là sur son siège. C'est pas tout à fait la même approche. Donc cette salle de confrontation indirecte permet de mettre dans une pièce le mis en cause et l'enquêteur, et dans une seconde pièce, la victime, ce qui permet d'éviter au maximum le traumatisme qui pourrait être
créée par le fait de se retrouver pour l'enfant dans la même pièce que son agresseur. Enfin, 3 images qui apparaissent. La première, celle de gauche, montre l'enfant qui se retrouve dans un autre bureau. La deuxième image qui se trouve à l'écran, celle de droite, montre le mis en cause qui se trouve en face de moi. La troisième image, celle d'en bas à droite, montre l'enquêteur. C'est une image qui est diffusée dans le bureau d'à côté. Donc dans cette pièce, vous avez les mêmes systèmes un petit peu que dans l'autre salle, à savoir une caméra qui filme l'enfant qui se trouve ici. Et au niveau de l'écran, nous avons ce côté gauche qui représente le mis en cause, ce côté droit qui représente la victime qui se trouve ici, et en aparté ici, l'enquêteur qui pose les questions. Et par un système de retour de son, les personnes s'entendent mutuellement d'un côté comme de l'autre. Dans la mesure où le dispositif qui a été élaboré, mis en œuvre, que ce soit au commissariat de police, puis à l'hôpital, évitait toute confrontation directe avec l'agresseur, il nous paraissait essentiel de prolonger cette démarche extrêmement constructive également au palais de justice. Et pour la prolonger au palais de justice, la salle d'audition protégée est l'outil idéal, puisque conduit dans cette salle d'audition protégée, le mineur qui est accompagné de ses parents, qui est accompagné de son avocat, ne va pas croiser son agresseur. Il va sur écran voir le juge d'instruction, lequel d'ailleurs vient le voir souvent avant dans la pièce en question pour lui indiquer comment ça se passera. Et puis il va ensuite répondre aux questions. Il verra dans cette pièce sur écran également la personne qu'il accuse comme agresseur, mais à aucun moment ils n'auront l'occasion de se croiser. Et donc tout est fait pour que cette confrontation puisse être établie, faite dans des conditions les plus sécurisantes possibles pour cette jeune victime. Il faut éviter à nouveau le traumatisme qui va le paralyser. Il faut qu'il puisse s'exprimer et qu'il ait le sentiment de pouvoir s'exprimer librement, sans menace, sans contrainte, et donner véritablement son interprétation à lui des faits, sa version des faits. C'est ça qui nous paraît essentiel. On espère que le passage où ils viennent chez nous, cet accompagnement des parents, de l'enfant, avec du soin à l'enfant et non pas que la justice d'un côté, le soin à l'autre, de l'autre côté, un centre de soins médico-psycho-social, eh bien, permettra que cet enfant, cette famille se reconstitue, se reconstruise autour de ce qu'ils ont pu raconter. Alors, les bénéfices de la PAPED, c'est le gain de qualité, du recueil de la parole de l'enfant. Ça facilite grandement. C'est des outils qu'on n'a pas ici et qui sont indispensables maintenant. On l'utilise depuis 10 ans et je pense qu'on ne viendrait pas en arrière, ça c'est sûr. Quelquefois, les faits sont contestés par leurs agresseurs. Et il est important aussi que le tribunal ou que la cour d'assises ait vraiment le sentiment que la parole qui a été donnée, la parole qui a été portée, le témoignage que le mineur donne, eh bien, des violences ou des agressions qu'il a subies est véritablement un témoignage totalement crédible. Et qu'on sente que cet enfant ou que ce jeune adolescent a pu s'exprimer en toute sécurité.